l'actualité de la recherche sur l'entreprise familiale. Céline Barédy, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Céline Barédy, professeure des universités, Université de Lorraine et spécialiste de finance d'entreprise appliquée notamment à la question des entreprises familiales. Pourquoi l'entreprise familiale, d'abord, c'est pas tout à fait pareil que le reste? Alors l'entreprise familiale est différente en effet, et plusieurs recherches le démontrent objectivement. Il y a des différences et cette différence, elle vient de la présence de ce que l'on appelle trois cercles. On a évidemment l'organisation, l'entreprise, mais on a également la famille et puis la famille actionnaire. Et cette différence vient d'abord de la présence de la famille au sein de l'actionnariat. Quand on est à la fois propriétaire, mais cela de génération en génération et parfois sur de très nombreuses générations. Si je prends l'exemple de la société Beretta qui a été créée au XVIe siècle, on voit qu'elle est toujours familiale et donc on est dans cette continuité de tradition familiale. Donc il y a la propriété, le patrimoine qui est extrêmement important et la valorisation de ce patrimoine dans le temps. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, elle vient de la famille qui n'est pas nécessairement impliquée dans la gestion de l'entreprise, mais qui est peut-être, qui soutient la famille directement manager. Et cette famille-là, qui se compose évidemment de tous les cousins, cousines de plusieurs générations, Oui, ça grandit une famille. Va avoir des enjeux qui ne sont pas nécessairement pécuniaires. On retient notamment des enjeux que l'on qualifie aujourd'hui de socio-émotionnels, c'est-à-dire simplement, pour faire simple, le plaisir d'être ensemble et de maintenir le capital familial au sein de cette vaste famille, même si chacun n'est pas nécessairement actionnaire de la famille, de l'entreprise. Donc la conséquence première, c'est que l'on va avoir au sein du management des particularités tout à fait intéressantes. Alors on retient par exemple l'altruisme, le fait que le manager familial va tenir compte du bien-être des autres membres de la famille et du bien-être finalement de la communauté, puisque derrière la famille, il y a nécessairement la notion d'amour. Et lorsque on tient compte du bien-être des autres, c'est avec intendance. Et donc on note que l'entreprise familiale et les managers familiaux sont beaucoup plus intendants que des membres extérieurs à la famille qui n'auraient pas cette appétence pour le bien-être des autres. Ensuite, si l'on élargit, parce que là on est toujours au sein de l'entreprise, mais si l'on élargit, eh bien on se rend compte que les liens qui ont été tissés entre les clients, les fournisseurs de l'entreprise ont été tissés sur de très très nombreuses années, voire parfois sur des générations. Et si je reviens rapidement sur les autres partenaires qui sont peut-être aussi à l'intérieur de la firme, comme par exemple les salariés, on est exactement sur cette même dynamique. On retrouve des salariés qui sont de génération en génération salariés de l'entreprise. Donc on forme une sorte de grande communauté au sein de laquelle eh bien, on a ces valeurs socio-émotionnelles qui sont plus productrices de performance. Et c'est ce que tendent à démontrer la majorité des travaux qui regardent la performance des entreprises familiales comparées à des entreprises non familiales. Et donc ça se traduit par une performance supérieure. À vous entendre, on se dit qu'il y a un tel avantage compétitif à être une entreprise familiale qu'on se demande pourquoi parfois on les soupçonne, voilà, et donc elles posent des questions de gouvernance. Là, vous pointez qu'il y a aussi des conflits particuliers. Hein, voilà, Absolument. Alors, si très récemment, d'ailleurs, les Échos montraient que l'indice qui a été constitué sur le marché boursier d'entreprises familiales surperforme tous les autres indices, donc marquant qu'il y a quand même un résultat très favorable à la présence de la famille dans les entreprises. Néanmoins, vous le soulignez, et vous avez raison de le souligner, il y a des conflits. Et les conflits de famille sont peut-être bien pires encore que les conflits qui peuvent émerger au sein d'activités professionnelles n'impliquant pas de lien de famille. Alors effectivement, la gouvernance de l'entreprise familiale pour assurer sa pérennité est tout à fait particulière. Alors on a des outils qui sont des outils juridiques
qui sont très bien établis, comme par exemple les pactes d'actionnaires qui sont très utiles pour maintenir un actionnariat stable au sein des familles. Le risque premier étant évidemment qu'un membre de la famille mécontent ne cède ses titres au premier venu, ce qui provoquerait une forme d'explosion de l'actionnariat familial. Ce fut le cas d'ailleurs dans les Galeries Lafayette, par exemple, en 2005, où l'actionnariat a complètement explosé suite à un désaccord familial, en particulier sur la fiscalité. Donc on a ces outils juridiques qui sont très utiles et des travaux que l'on a menés récemment avec des collègues d'Ottawa montrent que, par exemple, l'utilisation de ces pactes d'actionnaires au sein d'entreprises familiales a un impact direct sur la sous-évaluation à l'introduction en bourse de ces entreprises familiales, montrant que si ces pactes s'arrêtent, alors il y a un risque que les membres de la famille reviennent sur des enjeux que tout à l'heure je qualifiais de très positifs, les enjeux socio-émotionnels, mais qui dans leur dark side, c'est-à-dire dans leur côté très négatif et conflictuel, peuvent générer une destruction de valeur. Et donc on voit bien que si ces pactes s'arrêtent au moment de l'introduction en bourse, il y a un risque pour les actionnaires non familiaux de se retrouver au milieu d'une série de conflits de famille, favorisés bien sûr par l'introduction en bourse qui libère le capital de façon beaucoup plus aisée. Mais on a également des outils beaucoup plus informels, des outils qui sont moins ancrés dans un cadre juridique, et comme par exemple les chartes de famille. Donc les chartes de famille, ce sont des consensus qui sont opérés au sein des familles sur le profil à la fois des actionnaires, mais également des dirigeants, membres de la famille, qui seront amenés à prendre les rênes lors de la passation à la génération suivante. Donc une forme de cadrage. Des outils à méditer, et je retiens cette idée, l'amour, la haine, absolument, parfois aussi, qui mériterait sans doute d'être davantage intégrée quand on étudie les organisations. C'est ça le grand message de la recherche sur les entreprises familiales? Absolument, je confirme, je suis tout à fait d'accord avec ce propos. On a l'habitude de considérer que la famille est un endroit un petit peu particulier du fait qu'il y ait une contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure les membres de sa famille, ne serait-ce que par la loi. On est lié aux membres de sa famille de façon irrémédiable. Mais dans les organisations, les liens sont également à questionner sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. L'être humain n'exprime pas ses émotions et ses sentiments uniquement dans un cadre familial. Le cadre familial est peut-être un lieu d'excès de ce point de vue, mais néanmoins, ce que nous avons appris dans le cadre des entreprises familiales, notamment la valeur socio-émotionnelle, mériterait tout à fait d'être développé dans un cadre extérieur à la famille, ce qui permettrait d'autant mieux de comprendre ce qui en fait la différence dans les entreprises familiales. Merci Céline Paradis, c'est tout à fait passionnant. Merci. Merci Jean-Philippe.